satisfaction économique et financière. Donc, dans un moment à l'autre, les avocats pour la défense des accusés vont nous parler de l'évolution de la chose. Mais on va commencer avec vous. Oui. Voilà. Et les cadres, on peut commencer. Voilà. Maître Djibril Kouyaté, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. On a pensé, nous les avocats du collectif de la défense du Premier ministre, que les points de presse seraient restés derrière nous. On n'allait plus vous inviter à un point de presse. Parce que je suis convaincu que vous avez suivi. Mais, s'il vous plaît, approchez-vous. Que vous avez suivi toute la procédure dans l'affaire de notre client, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Vous avez dû noter que notre client a bénéficié de la décision de libération au moins 4 à 5 fois, que la Chambre de l'instruction a décidé de mettre notre client en liberté, et que cette mise en liberté a même été confirmée par la Chambre de contrôle de l'instruction. Donc, dans les conditions normales, notre client devrait être libre là où nous sommes, et notre client devrait passer le 31 décembre à domicile. Mais vous constatez qu'il est toujours dans les liens de la détention. Pour aujourd'hui des raisons qui sont connues de l'opinion. Et donc, nous sommes obligés encore, nous avons été obligés de vous faire appel pour vous faire le point de la procédure. Vous faire le point de la procédure et puis vous dire qu'il faut que vous soyez rassurés. Il faut que l'opinion nationale et internationale soit rassurée que notre client est innocent de tout ce qu'on lui reproche. Notre client n'a rien à se reprocher. Parce que ceux qui le poursuivent ont fouillé, péché. Ils ont cherché un peu partout des preuves pour le comprendre. Et jusqu'à date, ils n'ont trouvé aucune preuve. Notre client est maintenu en prison parce que ceux qui le poursuivent continuent à chercher des preuves. Quand est-ce qu'ils auront ces preuves-là? C'est la question qu'il faut se poser. Auront-ils ces preuves en 2050? Il faut se poser cette question. Parce que ce n'est pas normal qu'on puisse poursuivre quelqu'un, le mettre en détention préventive et se mettre à chercher des preuves. Ce n'est pas normal dans le droit. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous voudrons donc que la presse soit notre porte-parole, que la presse relaie que notre client est arbitrairement retenu dans les liens de la détention. Aujourd'hui, notre client a besoin de l'apport de l'opinion. Notre client a besoin que son cri soit porté, son cri de cœur soit porté haut, pour qu'il puisse recouvrer sa liberté. Cela est très important. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un détenu bénéficie 4 à 5 fois d'une décision de libération et qu'il reste encore en prison. Parce que ces décisions ont été prises par des magistrats instructeurs, par des magistrats qui ont accès au dossier et qui ont sérieusement travaillé sur le dossier avant de prendre leur décision. J'ai tenu à faire ce commentaire en dehors de récit de toute disposition législative en la matière. Je n'ai pas
convoqué le code de procédure pénale et le code pénal, parce que je suis avec les confrères qui sont au même niveau de compréhension que moi du dossier et qui ont la même conviction que moi en ce qui concerne la détention arbitraire de notre client. Je vais leur passer la parole. Ils vont entrer dans les détails et vous expliquer comment est-ce que dans cette affaire les lois sont en train d'être violées, flagramment violées, et notre client stoïquement est en train de subir le sort qu'il ne mérite pas, le sort qui lui impose l'arbitraire. Ceci dit, je vais passer la parole à Maître Konate, qui est un des avocats, connu de tous, et qui va entrer dans le développement qui viendront compléter mon introduction. Je vous remercie. Maître Konate, s'il vous plaît, de pays français, est-ce que vous pouvez venir au centre? S'il vous plaît, attendez, je vais déplacer. Non, attends, non, il va venir ici. Laissez-moi déplacer. C'est bon, laisse. Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier. Et à la suite. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est quand vous voulez. Attendez. Laissez-moi déposer le micro ici. S'il vous plaît, excusez. On peut là. Oui, il va avec ça, c'est tranquille. Vous m'embrouillez là. Maître, continuez, s'il vous plaît. Voilà. Merci infiniment. Je voudrais donc, à la suite de M. le bâtonnier, avec son autorisation, saluer d'abord votre présence et vous présenter nos plus plates excuses pour avoir commencé cette conférence de presse 45 minutes après, eu égard au fait que les avocats qui devaient nous rejoindre et qui n'ont pas pu, et ceux qui nous ont rejoints étaient occupés à d'autres choses pour la première partie de la matinée. Je voudrais simplement constater cela et accepter nos excuses. Vous dire également que cette conférence de presse va nous permettre d'aller de façon plus précise qu'auparavant, parce que nous avons fait l'effort de vous remettre à chacun d'entre vous, en tout cas à chacune des rédactions ici, à chacun des médias, un dossier de presse qui est assez détaillé, qui vous donne donc la substance du dossier, notamment le point de droit, le point de fait, le point de procédure en ce qui concerne le dossier. Troisième élément, pour des contraintes techniques liées au fait que nous avons deux confrères qui n'ont pas pu venir et qui sont à l'étranger. Le premier est Seydou Diagne du barreau de Dakar. Le deuxième est Pierre-Henri Bovis du barreau de Paris, qui vont donc chacun prendre la parole 5-10 minutes, justement, à partir de là où ils sont, pour essayer de nous parler. Je veux juste m'assurer auprès de la technique que c'est le cas. À partir de cet instant, pour la suite, et en ce qui concerne les procédures locales, stricto sensu, les violations de droits que nous avons constatées,
notre confrère Sekou Koundiano va prendre la parole 5-10 minutes, et ensuite notre confrère Sidi Kiberete pour ce qui concerne précisément les procédures au niveau de la Cour suprême et les procédures pour lesquelles nous avons obtenu une mise en liberté, va les évoquer. Et moi-même, je reprendrai la parole ensuite en 5 minutes justement pour fixer 2 ou 3 choses en termes de perspective. Donc si la technique peut me confirmer que Seydou Diagne peut prendre la parole, Seydou, c'est quand tu veux. Allô, chers confrères, la connexion n'est pas excellente. Seydou, tu peux attendre 2 minutes. Seydou, tu peux attendre 2 minutes pour qu'on puisse peut-être mettre de l'ordre dans le micro. Oui, fermez ça aussi. J'ai fermé le mien. Ouais. Seydou, tu peux y aller. Seydou, tu peux y aller. Ouais, non, mais c'était juste pour vous dire que... Alors, le son ne passe pas. Bon, je vais vous laisser continuer et si je dois intervenir à la fin, j'interviendrai. Voilà. Fermez le micro de la salle de presse. Est-ce que c'est bon? Seydou, ouvre ton micro. Seydou, ouvre ton micro et tu peux parler. Très bien. Non, cher confrère, je disais simplement que je suis le débat et que si je dois intervenir, je le ferai avant la clôture. Mais c'est juste pour vous marquer ma présence et vous montrer que je suis là. Donc je vais laisser les Koundiano et les autres faire le point sur les procédures locales. Et après, on verra si je dois intervenir ou pas. Déjà que la liaison technique n'est pas excellente. Non, c'est bon. Ça, je voulais dire. Oui, c'est bon, tu peux continuer. C'est bon, tu peux continuer. Donc, moi, l'essentiel de mon propos, c'est que nous avons fait plusieurs procédures à la suite de graves accusations pénales qui étaient tout aussi graves que légères, et le mot est bien pesé, hein, parce que je n'entends choquer personne, mais je pense qu'aujourd'hui l'opinion publique nationale et internationale voit que les accusations pénales sont plus ou moins fantaisistes, et que la montagne a accouché d'une souris ou d'une monticule, comme on a l'habitude de le dire depuis le début du procès. Moi, je vais mettre l'accent sur l'essentiel des péripéties. Le procureur spécial a promis plusieurs fois de fournir ses preuves à la juridiction d'instruction, notamment la commission, la chambre de l'instruction. Je pense que l'opinion publique nationale et internationale sont restées sur leur faim, parce que toutes les accusations qui ont été promises, en fait les preuves qui ont été promises, n'ont toujours pas été produites, alors que notre client est en détention depuis le mois d'avril par un premier mandat de dépôt abracadabrantesque fondé sur un flagrant délit qu'on n'a jamais vu venir. Ensuite, la Chambre de contrôle de l'instruction a pris un mandat d'arrêt, un mandat de dépôt, excusez-moi, de fin mai 2022 pour régulariser tout ça, ce qui nous a maintenus en détention. Et je n'ai pas besoin de rappeler les multiples
ordonnance de mise en liberté prononcée par la Chambre de l'instruction. Donc, les juges d'instruction qui sont en charge principalement de notre dossier en première instance. Il faut aussi rappeler que c'est vrai que chaque fois que le procureur spécial faisait appel de ces ordonnances de libération, les décisions étaient mauvaises parce que la Chambre de contrôle de l'instruction estimait que c'était prématuré. Mais au mois d'octobre, vous avez tous eu le bonheur et le plaisir de découvrir que la Chambre de contrôle a mis le voilà sur les comment on appelle ça, sur l'acharnement du parquet en décidant enfin que toutes les décisions de libération étaient fondées, ce qui fait que normalement, depuis cette date, depuis plusieurs mois maintenant, nous devions être libérés. Encore une fois, le procureur spécial a fait un pourvoi en cassation devant la Cour de Guinée, la Cour suprême de Guinée, et nous attendons les péripéties de cette procédure-là, qui pour nous seront vraiment voués à l'échec, parce qu'il n'y a aucune chance de prospérer, déjà que nous avons des doutes les plus sérieux sur la recevabilité de ce pouvoir en cassation. Mais, grosso modo, je n'aime pas l'expression, mais c'est une façon de vous expliquer que la détention prolongée de M. Kassory Fofana ne se justifie pas. Il a droit à un procès équitable, il a droit à un procès d'être jugé dans un délai raisonnable. Le délai raisonnable n'est pas respecté. Il a le droit à la liberté, qui est le principe en Guinée et dans toutes les nations démocratiques et d'état de droit. Malheureusement, on ne peut pas accuser aujourd'hui la justice guinéenne qui a fait la preuve une bonne partie de son indépendance, de son intégrité, de son courage et de son sens de la justice et de l'application du droit. Il se trouve qu'il y a des fonctionnaires qui sont encore dans la justice qui, eux, ne sont pas soumis à l'indépendance, notamment le parquet, représenté en l'espèce par le procureur spécial, qui s'acharne sur notre client, qui multiplie les procédures et qui ne donne pas les preuves qu'il a promis à l'opinion publique. Voilà pourquoi les avocats, le collectif des avocats de la défense de Kassory Fofana pense qu'il est temps d'alerter l'opinion publique nationale et internationale pour que cesse enfin cet acharnement qui n'est pas un acharnement de la justice guinéenne, mais qui est l'acharnement d'un procureur spécial qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui ne veut pas aller à l'audience, parce que c'est l'occasion également de montrer que tous les éléments aujourd'hui de la procédure et le dossier montrent que même si l'information était clôturée aujourd'hui après le règlement définitif du parquet par son réquisitoire définitif, cette affaire donnerait lieu normalement à un non-lieu purement et simplement. Nous alertons sur la détention prolongée de laquelle il est urgent aujourd'hui de faire cesser, premièrement. Deuxièmement, nous montrons à l'opinion publique nationale et internationale qu'il est temps que tout le monde enfin se rende compte en Guinée et ailleurs que dans le fond, le procureur spécial qui a maintenu par ses procédures, par ses appels, par ses pourvois en cassation, par son flagrant délit inventé, qui a maintenu par ses péripéties, ses stratagèmes, notre client en détention, n'a aucune preuve pour au moins l'envoyer en prison. Parce que ça, c'est évident que les charges sont tellement légères que les preuves n'ayant pas été données, notre client, par-delà même la libération immédiate, mérite un non-lieu dans ce cas. C'est l'essentiel de mes observations que je voulais porter à l'attention de l'opinion publique nationale, internationale, sous le contrôle bien sûr du bâtonnier Kouyaté, sous le contrôle de l'ordre des avocats, sous le contrôle de mes confrères, qui physiquement dirigent cette conférence. Voilà ce que j'avais à vous exprimer et je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Seydou Diagne. Je vais demander à Pierre-Henri Bovis de prendre la parole pour 5 minutes. Pierre-Henri. Il faut que tu ouvres ton micro. Pierre-Henri, il faut que tu ouvres ton micro.
Oui, vas-y. Pierre-Henri, vas-y. Pierre-Henri, vas-y. Tu peux parler. Seydou peut fermer son micro. Son micro n'est pas ouvert. Votre micro est fermé. Son micro est ouvert. Il n'y a pas de votre micro. Lequel? Non, il est fermé. Monsieur Maurice, vous pouvez parler. Vous m'entendez là? Oui. D'accord. Bonjour, merci à tous pour cette explication. J'espère que vous m'entendez. Simplement, moi j'ai été saisi dans ce dossier avec notre confrère parisien Éric Mité sur les violations des principes les plus élémentaires, les plus essentiels d'un procès fiscal. Saisir ce propos des juridictions internationales dans le dossier. Comme vous le savez, et c'est pas comme vous rappeler les déclarations pour le moins scandaleuses du procureur de la République, lequel a déclaré qu'il n'y avait pas besoin de preuves, qu'il avait vécu toute sa vie en Guinée, qu'il s'était déplacé à l'extérieur et qu'il n'avait pas besoin de chercher plus de preuves ou quoi que ce soit pour avoir la culpabilité de ces gens. Et qui concluait en la conviction, sans aucun doute, des personnes qui venaient travailler. C'est-à-dire qu'en dehors de tout procès, au mépris du contradictoire, au mépris des droits de la défense, les personnes qui ont été arrêtées avant tout procès étaient condamnées et ont été condamnées au niveau de l'opinion publique, auprès de l'opinion publique. La raison pour laquelle un grand nombre d'avocats se sont mobilisés dans ce dossier pour faire valoir déjà les droits de la défense de ces personnes qui ont été arrêtées, et en l'occurrence c'est notre client de Fofana, et de saisir à ce propos les auditions internationales pour que prévalent les règles, encore une fois, les plus essentielles et les plus élémentaires. Il appartient à M. Fofana de faire droit de ces éléments de défense, qu'il puisse présenter sa défense et qu'il cesse de rester en détention sans aujourd'hui le moindre administratif, sans le moindre élément de preuve. C'est la raison pour laquelle nous déposons régulièrement des demandes de mise en liberté. Ces demandes de mise en liberté sont la plupart du temps refusées. Notamment, nous avons déposé une demande de mise en liberté pour raison médicale. Cette raison médicale a été là aussi écartée. C'est-à-dire que nous avons un mépris profond des droits de l'homme et des droits de la défense. C'était vraiment moi, le point essentiel sur lequel je comptais appuyer avec mon confrère Éric Mité. C'est la raison pour laquelle nous comptons saisir ces juridictions, ces instances, pour défendre et pour sauvegarder les intérêts de nos clients. Merci Pierre-Henri. On va donc revenir à la salle ici. En premier, Sidiki Berete sur toute la procédure au niveau de la Cour suprême et Sekou Koundiano sur toute la procédure au niveau de la Chambre d'instruction et la Chambre de contrôle. Par la suite, le bâtonnier Djibril Kouyaté et moi-même ferons des observations générales. Tu peux venir là.
termine sur un point, c'est que... Bon, je vais prendre. Ça va là? Non, non. Allô? Oui. Laisse-moi te dire. Je vais bonjour les amis de la presse. Avance un peu. Pardon. Présentement, je peux vous donner l'assurance que ce n'est plus de la procédure judiciaire, c'est une détention purement politique. Imaginez, le 6 avril 2022, le procureur spécial, quand je dis très spécial, c'est souvent choquant, a orienté cette procédure en flagrant délit. Ça veut dire qu'il était sûr de ces éléments de preuve. Il a décerné le mandat le 6 avril. Dès lors qu'il a, le 7 avril, il a renoncé lui-même à cette procédure, le mandat de dépôt initié n'avait plus de valeur, c'était caduc. Mais il n'a jamais retiré ce mandat. On ne peut même plus parler de la détention, parlons de la séquestration. Parce que de nos jours, il n'y a aucun mandat concernant M. Ibrahima Kassori Fofana à la maison centrale. Aucun mandat. Avec Maître Konaté, nous avons, il a attiré mon attention là-dessus, nous avons fait constater par un huissier. Seul mandat, c'est le 6 avril. Et si ce mandat est caduc, il n'y a pas autre mandat, parce que le mandat de la Chambre de 31 mai 2022 n'a pas été suivi d'effet, ni notification, ça a été décerné dans la bourse, mais le papier physique n'a pas été déposé à la maison centrale. Donc, présentement, il n'y a aucun acte de détention le concernant. Il est sous l'ordre de l'autorité judiciaire qui est assumé par monsieur le procureur Ali Touré, qui engage sa responsabilité personnelle parce qu'il n'y a aucun acte juridique le concernant. Et imaginez le mandat de 31 mai qui a été décerné, si cela n'a pas existé dans la procédure, ça n'a pas été déposé à la maison centrale, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et si on compte le mandat de dépôt du 6 avril de monsieur le procureur, une semaine après, c'est lui-même qui invite le docteur Kassori par mandat de comparution. Est-ce que le mandat de dépôt, si cela existait, quelqu'un qui est sur le mandat de dépôt, si c'est par l'ordre d'extraction, on peut faire un mandat de comparution désormais. On s'amuse avec la dignité des citoyens, avec la procédure. Mais qu'à cela ne tienne, de nos jours, Dr Kassori a bénéficié 4 ordres de liberté. La première ordonnance qu'il a bénéficiée, c'est l'ordonnance 079 de placement sous contrôle judiciaire, rendue le 19 mai 2022. En date du 19 mai 2022, Dr Ibrahima Kassori Fofana a bénéficié de la première ordonnance de placement sous contrôle. Ce jour, il devrait rentrer. Mais le procureur a refusé
main vide, sans aucun acte de détention, il a ordonné aux gardes de le reconduire à la maison centrale. Ces jours, c'est le bâtonnier même qui m'avait calmé. Parce que moi j'avais dit, s'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de raison de les reconduire en prison. Mais il fallait être solidaire avec les doyens. Comme Seydou signalait, il s'est précipité pour arranger ça devant la chambre de contrôle. Ça a été annulé. Courant juillet, encore, il y a eu deuxième ordre de liberté sur l'ordonnance 129. L'ordonnance 129 du 6 juillet 2022 a été rendue, le faisant bénéficier de la liberté. La chambre de contrôle a infirmé, c'était l'endroit de refuge de M. le procureur. Imaginez, depuis cette date, le pouvoir est introduit contre l'arrêt qui avait infirmé l'ordre de liberté. Nous avons passé le mois d'août, septembre, octobre. L'affaire a été évoquée, mise en délibéré, prorogation sur prorogation. Si la justice au sommet de nos pyramides, c'est la Cour suprême, si la Cour suprême refuse de s'assumer, il n'y a plus d'espoir. Je ne vois pas de raison de proroger une question de liberté, surtout quand c'est fondé. Plus grave, tout en sachant que 2 magistrats devraient être à la retraite, ils ont renvoyé, ils ont fait une remise de date le 10 janvier 2023. Mais depuis septembre, on connaissait déjà la liste des ceux qui partaient à la retraite. On vient le 10 janvier, on ne fait valoir encore que non, il faut rabattre, il faut reprendre le dossier le 24. Et sans aucun acte de détention préventive. C'est important. Présentement, je lance le défi. On a déjà le PV, sauf si on passe par autre procédure de faux ou des actes préfabriqués. Mais pour le moment, à la maison centrale, à part l'acte, le mandat de dépôt de 6 avril, qui est déjà caduc, qui est inexistant de M. le procureur très spécial, il n'y a pas autre acte. Tous les mandats ont été prononcés à l'audience sans que ça ne soit suivi d'effet. Donc, ce n'est plus une détention, c'est de la séquestration. Quand quelqu'un est détenu illégalement, c'est une infraction à la loi pénale. D'ailleurs, c'est criminel, la séquestration. Entre-temps, la défense a toujours continué à se battre. Troisième ordre de liberté a été l'ordonnance 208 en date du 27 septembre 2022. C'était l'ordonnance de non-renouvellement, parce que la détention préventive, c'est 4 mois, renouvelable une fois en matière correctionnelle. Et exceptionnellement, ça ne peut pas dépasser 12 mois en ce qui concerne le détournement des deniers publics. À ce débat, les juges d'instruction, connaissant le dossier, étant vide, parce que au fond, il n'y a rien. Et plus grave d'ailleurs, quand on prend un seul fait, vous prenez sous qualification de détournement des deniers publics, blanchiment, enrichissement illicite, corruption et complicité, je me demande, normalement, l'intelligence voudrait, et encore en tant que professionnel, de prendre la qualification de la peine la plus sévère, qui était la qualification exacte. Mais 7 à 6 infractions pour les mêmes faits, c'est de l'amateurisme en droit pénal. C'est-à-dire le nombre d'infractions alignées contre un seul fait. Et vous allez vous amuser encore à comprendre qu'il n'y a pas de fait précis. C'est-à-dire, c'est 5 millions de dollars quelque part, c'est tel marché public quelque part. On ne vous dira jamais. C'est la violation de l'article 235 du Code de procédure. On dit quand la détention est nécessaire, quand les faits sont graves. Mais ici, c'est l'infraction qui est grave. Le procureur est incapable d'apporter un fait grave. Il avait tenté de nous envoyer Plaza Diamant, qu'on est actionnaire, ça a été démontré vide. Fonds Mamri,
46 millions comme rêve du procureur très spécial, ça a été la montagne a accouché d'une souris, etc. Il est propriétaire d'une banque. Le ridicule ne tue pas. Une personne physique propriétaire d'une banque aux États-Unis. Donc il n'y a pas un fait précis, il n'y a pas un fait grave, reprochable. Comme le dossier est vide et les juges d'instruction sont fatigués de la procédure, qu'est-ce qu'ils peuvent? C'est d'ordonner la liberté. Parce qu'ils sont incapables. Le dossier étant clôturé, on a provoqué supplément d'informations. Ils sont incapables de clôturer. Parce que allons-y au procès. Si vous êtes sûr, avec l'orientation des FD, et vous avez contourné cette procédure, et vous êtes incapable d'apporter une infraction quelconque, allons-y au procès. Mais, on voit encore que ça ne va pas. C'est comme ça ne bouge pas, et il n'y a pas d'acte de détention préventive conformément à la loi à l'encontre de M. Birama Kassory. Donc, c'est pourquoi on parle de la séquestration. Et la dernière décision de liberté, c'est l'ordonnance 066. Et cette fois-ci, d'ailleurs, la chambre de contrôle, qui était l'endroit de refus de M. le procureur, ne suit plus, parce que tout le monde est fatigué. Non seulement la détention est prolongée, c'est illégal. Cette chambre qui infirmait à volonté les appels en faveur du procureur très spécial, présentement, il faut voir le dossier de Dr Diané, Dr Damaro, etc. Partout maintenant, la chambre de contrôle n'en peut plus. Parce que ce n'est plus de la procédure, c'est une détention purement politique, c'est de faire mal aux citoyens, les humilier dans un état de droit. Et contre cette ordonnance de liberté, la dernière, le numéro 266 du 1er décembre 2022, ça a été confirmé par la Chambre de contrôle. Et cette procédure, contre l'arrêt de la Chambre de contrôle, M. le procureur a exercé le droit de pouvoir. Mais ça aussi, là, il est passé à côté. Parce que le plus mauvais juge de la Guinée ne peut pas recevoir de tels pouvoirs. C'est des manques, franchement, de la lecture même de la loi. Quand vous voyez l'article 124 de la loi sur la Cour suprême, le procureur et toutes les parties au procès pénal ont le droit, dans les 6 jours qui suivent, à exercer le pouvoir. Au lieu que M. le procureur puisse faire le pouvoir du ministère public, c'est lui en personne qui fait le pouvoir. Donc le procureur très spécial se conforme au ministère public. Il pouvait faire le pouvoir. J'ai l'acte de pouvoir ici, ce n'est pas la peine. Il pouvait faire le ministère public par ma voix, représenté par M. le procureur spécial. Mais lui, il n'a qu'à relire son acte de pouvoir. La loi n'autorise que le ministère public et toutes les parties au procès pénal. Il n'a qu'à faire la lecture de l'article 124 de la loi sur la Cour suprême. Mais au lieu que le ministère public puisse faire le pouvoir, c'est M. Ali Touré en personne qui a fait le pouvoir. Qu'il cherche à apprendre qu'il n'est pas le ministère public, qu'il n'est que simple représentant du ministère public. Et après lui, il y aura d'autres. C'est ça la continuité du service public. Donc, ce qui concerne ce pouvoir, on est en train de bousculer au niveau de la Cour suprême. On invite désormais la Cour suprême à s'assumer, à dire le droit. Quand on est en fin de carrière, on a peur de quoi maintenant? C'est la maturité au niveau de la Cour suprême. Il n'y a pas de magistrat à la Cour suprême moins de 30 ans. Alors, devant l'histoire, il faut rentrer par la grande porte. En tout cas, présentement, tout est clair, tout est net. Le dossier d'abord au fond c'est vide. La procédure, les jeunes magistrats de la Cour de la CRIEF se sont assumés, ils ont fait bénéficier Dr Kassory 4 libertés. Alors pourquoi ça traîne devant la Cour suprême? Je crois que vous allez nous aider les doyens. En tout cas, on ne va pas lâcher. La justice va triompher. L'honneur sera restauré. La dignité n'a pas de prix.
ce n'est pas parce que nous sommes dans une transition que nous avons lassé. L'état de droit sera la clé. Et que Dieu bénisse le pays, je vous remercie. Moi, je voudrais revenir au niveau de la Cour suprême pour dire que c'est vrai que nous sommes frustrés parce que, comme vient de le dire le confrère Sidiki Berete, nous attendions à ce que la décision de la Cour suprême intervienne dans les délais qui avaient été fixés à cet effet, mais c'est avec le regret que nous avons constaté que cette décision n'est pas tombée et qu'il a même été décidé de rabattre cette délibéré et d'ordonner la réouverture des débats. Mais comme l'a dit aussi le confrère Sidiki Berete, nous avons confiance aux magistrats de la Cour suprême. Nous savons que c'est des vieux de la vieille. On dit que c'est les vieilles marmites qui font les bonnes sauces. Ils ont eu l'avantage de passer par toutes les étapes de la justice. Beaucoup d'entre eux ont servi en première instance dans le pays profond. Chacun d'eux doit totaliser au minimum 30 années de service de la justice, au service de la justice. Nous avons confiance en eux et nous fondons tout notre espoir sur la décision qui sera prise. Ils sont citoyens comme tout le monde, comme vous et nous. Ils suivent cette affaire parce que ce qui est sûr, toute l'opinion nationale et internationale est focalisée sur cette affaire. Et avec nos interventions, nos sorties, nos rencontres avec la presse, chacun est à un certain niveau de compréhension de cette affaire. C'est vrai qu'on n'en parle presque plus dans la cité, parce que s'il y avait de l'engouement dans un premier temps, chacun s'attendait, puisque c'est vrai qu'on parle très souvent de la présomption d'innocence, mais tout le monde sait que nos populations sont plus aptes à aller dans le sens de la présomption de culpabilité que celle d'innocence. Mais avec nos différentes adresses à la presse, les points de presse que nous avons eu à animer, et grâce à vous, la presse, parce que pas seulement les points de presse, mais le suivi constant de la procédure, parce que nous remarquons chaque fois qu'il y a une décision qui doit être rendue, la presse est à nos côtés, la presse s'informe et la presse se fait le devoir de relayer les décisions qui sont prises. Et tout le monde est finalement gagné par la conviction que notre client, comme l'a dit Maître Sidiki Berete, est séquestré. Donc, nous comptons beaucoup sur la Cour suprême, qui déjà ne sera pas à sa première expérience. La Cour suprême a déjà, vous le savez, libéré des détenus dans cette affaire, parce que la procédure de pourvoi a été mal placée, mal posée par le procureur spécial. Comme l'a dit mon confrère Sidiki Berete, nous espérons que la Cour suprême saisira encore cette autre occasion pour libérer notre client qui est séquestré, qui est détenu. Il arrive des fois qu'on se pose des questions sur la nature de cette procédure, sur la nature de ce droit. On s'est dit, comment un détenu qui a bénéficié, c'est une première dans l'histoire de 4 décisions de mise en liberté, qui se retrouve encore en prison parce que des voies de recours sont exercées simultanément, des voies de recours se suivent tout le temps. On ne se pose pas la question de savoir, mais attendez, est-ce qu'on sera pris au sérieux après si nous continuons à exercer des voies de recours? Mais ce que cela traduit aussi, c'est qu'il n'y a rien, comme je l'ai dit à l'entame, il n'y a rien contre notre client. Et je vous donne l'assurance
que s'il y avait quelque chose, ce n'est pas le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana qui serait en prison, ce serait d'autres qui le seraient. Parce que tout le monde sait que notre client était un très très brillant cadre. Un cadre honnête. Un cadre qui ne sait pas tricher. Un patriote qui est victime de l'amour qu'il a pour son pays, de l'amour qu'il a pour son travail. J'ai remarqué depuis qu'il est là que, bon, il m'a été donné d'aller le rendre visite. Je m'aperçois à chaque fois que son moral est encore au fixe. Ce qui veut dire que c'est un combattant. Malgré toute la souffrance qui subit, souffrance morale. Et aussi, on a parlé de son état de santé, cela va de soi. Il n'a jamais imaginé être dans ces conditions. Il a travaillé honnêtement pour ne jamais être dans la situation où il se trouve actuellement. Cela peut aussi engendrer des maladies. Parce qu'il est moralement, on essaie d'atteindre son moral. L'objectif visé est d'atteindre son moral. Mais c'est un homme qui est fait de matière exceptionnelle et cela crée en lui une certaine résilience. Donc nous pouvons rassurer l'opinion que le Premier ministre Kassory, Ibrahima Kassory Fofana, se porte bien malgré qu'il soit victime de l'injustice. C'est ce que j'avais ajouté à ce que Maître Sidiki Berete vient de dire. C'est vrai, Maître Konaté, j'ai un peu bousculé l'ordre de la prise de parole. Vous allez m'en excuser. Je vais donc passer la parole. Je vais passer la parole à Maître Sékou Koudiano pour la suite. Il faut peut-être interférer ici. Oui, je vais essayer de s'interrompre un peu plus de Avec son dirikiba là. Oui. Monsieur le bâtonnier, vous avez exercé votre droit d'avoir bousculé le protocole. Nous sommes d'accord avec vous. Au contraire, nous sommes ravis de ce que vous avez eu à déclarer à la suite de l'intervention de Maître Sidiki Berete. Je pensais que je le tiens. Hein. Le micro n'est pas allumé. La voix porte, non? La voix porte ou bien... Le micro est allumé. Le micro est allumé. Mais je vous remercie. Je suis Koundiano Sékou. J'interviens donc aux côtés de mes confrères à propos de cette affaire qui est devenue d'ailleurs une chronique, parce que c'est une des affaires les plus importantes au plan pénal qui se trouve être en examen comme ça. Et je disais tantôt, nous sommes en face d'une des affaires les plus importantes de ce pays, qui concerne des personnalités qui ont assumé des fonctions publiques des plus importantes dans notre pays. Et nous, avocats, à date, nous estimons avoir posé des actes qui sont de nature à justifier la liberté absolue de M. Ibrahima Kassory Fofana, de M. Oye Guilavogui, M. Mohamed Diané à date. Les procédures que nous avons engagées ont toutes presque abouti à des ordonnances de placement sous contrôle judiciaire assorties de cautionnements plus ou moins acceptables et que nos clients sont à même de faire face aux obligations qui ont été imparties par la chambre de l'instruction. Et l'occasion se présente à nous pour saluer le courage des magistrats qui composent cette chambre, qui ont pris la responsabilité
au-delà de toutes les pressions, de faire face aux demandes que les différents avocats que nous sommes ont eu à leur poser et qui ont donc accordé à M. Ibrahima Kassory Fofana et les autres cette liberté assortie de cautionnement. Maître Berete a rappelé tout à l'heure qu'il y a eu dans cette affaire 4 ordonnances successivement rendues par la Chambre de contrôle, par la Chambre de l'instruction et sanctionnées également par des décisions à la suite de l'appel exercé par le procureur, des décisions favorables, donc des décisions confirmatives qui ont été rendues par la Chambre de contrôle de l'instruction, par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, et contre lesquelles, bien entendu, le procureur spécial, comme on le sait dans ses habitudes, qui ne s'est jamais rendu vaincu, a voulu exercer contre les dites décisions et des pourvois en cassation. Aujourd'hui, le dossier est pendant devant la chambre pénale de la Cour suprême, laquelle doit procéder à un examen rapide de ce dossier. C'est vrai qu'il y a eu des incompréhensions que nous avons lues dans le comportement ou dans les actes posés par la Cour suprême, mais sachez que nous sommes confiants car nous avons la conviction que le dossier qui est pendant devant la Chambre pénale de la Cour suprême est un dossier dont la liberté est absolutoire. C'est-à-dire que la Cour suprême, à nos yeux, à notre examen, n'a pas de choix que de confirmer et rejeter le pouvoir que le parquet a exercé contre cette décision, car ce sont des décisions qui ont été prises avec toute responsabilité. Pour rappel, nos clients respectifs font l'objet de détention depuis la date du 6 avril 2022, sur la base d'un mandat qui a été donc pris de façon illégale par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions financières et économiques. Ce jour, nous avons essayé de dénoncer cette façon de faire, mais nous n'avons pas été écoutés, certes, parce que ce jour-là, il avait exercé son droit de faire, d'exercer ou du moins d'ouvrir un dossier de flagrant délit. À la suite de laquelle procédure, il a estimé que le 7 avril, il a changé de fusil d'épaule, engageant donc une procédure cette fois-ci à l'instruction. Et nous avons été surpris de par ce changement. Mais notre conviction était encore établie, non seulement que le dossier pour lequel nos clients sont poursuivis, c'était un dossier vide, car il n'y avait aucun élément de nature à établir une preuve quelconque de l'implication de nos clients dans les différentes infractions que le procureur spécial avait articulées à leur charge. Inutile de rentrer dans les qualifications juridiques, mais quand vous prenez tout simplement une infraction comme celle qui consiste au détournement de deniers publics, le dossier a été retourné du début à la fin, au milieu, remué dans tous les sens. Ils n'ont pu sortir aucun élément saillant de nature à emporter la conviction d'un quelconque magistrat. C'est pour cette raison que vous remarquerez qu'au moment où M. Kassory Fofana comparaissait pour la première fois devant les magistrats instructeurs, leur volonté, ou du moins leur intention, était qu'ils allaient retrouver au niveau du parquet spécial des éléments matériels qui pouvaient fonder une conviction en la matière. Mais
fort heureusement et fort malheureusement pour monsieur le procureur de la CRIEF, il n'a pas pu articuler aucun élément matériel dans ce sens-là, pouvant démontrer que M. Kassori Fofana serait coupable de faits de détournement de deniers publics, de corruption d'agents publics, de blanchiment de capitaux et de complicité de ces différentes infractions. Aucun élément jusqu'à date. C'est pourquoi nous parlons de dossiers vides. Et c'est pour cette raison que notre cheval de bataille aujourd'hui se trouve être axé sur la liberté que notre client doit pouvoir bénéficier et qu'il a d'ailleurs bénéficié. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui que M. Ibrahima Kassori Fofana et sa suite puissent bénéficier ou de jouir de la liberté que les juges lui ont donnée? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Et c'est là où l'intérêt des droits humains se trouve être ramené dans ce dossier qui ne devrait pas être. Dans la mesure où, quand une liberté est accordée, eh bien, elle est exécutée. Mais nous avons affaire à une personne qui a une influence outre que de la justice. Alors que il n'y a que la chose de la justice qui doit commander cette liberté. Mais il y a une autre force qui ne résulte pas de la justice. Et c'est pour cette raison que nous parlons systématiquement de séquestration de notre client, de détention arbitraire. On est en face de ces différents éléments. Et il y a un confrère qui l'a souligné tout à l'heure, qu'il n'y a que dans notre pays que vous verrez, que vous vivrez ces éléments, ou du moins des comportements de ce genre-là, et qu'ils ne puissent pas faire l'objet de sanctions immédiates de la part des autorités qui ont la force publique. Mais au contraire, ce sont des victimes qui sont toujours les mêmes victimes, comme c'est le cas aujourd'hui. Et en ce qui concerne nous autres, nous sommes infatigables. Nous foncerons jusqu'au bout. Et la dernière arme que nous avons à date, c'est celle qui concerne à faire prévaloir les différentes décisions rendues par la Chambre de l'instruction, par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, et cela devant la Cour suprême. Et nous sommes confiants que les magistrats qui composent cette haute juridiction n'hésiteront pas, car les exemples existent déjà. Ils ont eu le courage de dire le droit. Et nous sommes confiants que ces différents magistrats qui composent cette chambre de la Cour, malgré les différents renvois, malgré la réouverture des débats, et nous irons débattre, nous démontrerons par A plus B, devant cette haute juridiction, que la liberté que les juges d'instance ont rendue, ou les ordonnances que les juges d'instruction ont rendues en matière de liberté, seront purement et simplement confirmées, et que le procureur spécial verra son pourvoi rejeté, car ce pourvoi n'est qu'un pourvoi fantaisiste. On ne saurait admettre pour monsieur le procureur spécial qu'il puisse blanchir une procédure pénale, qu'il puisse blanchir de par sa propre faute, et bien entendu une détention qui n'existe pas, en tout cas légalement. C'est une détention qui est là, qui est factuelle. Et puisque c'est ainsi, la Cour suprême étant la juridiction de droit, eh bien ne tardera pas à rejeter le dit pourvoi. Donc, messieurs les journalistes, nous sommes là pour dénoncer devant vous
les failles de notre juridiction, la détention arbitraire de notre client, la séquestration dont il fait l'objet, l'acharnement dont il fait objet. Il vous appartient désormais de relayer cette information qui est une information véridique. Nous n'inventons rien. C'est une réalité que nous vivons et que nous vous demandons de relayer au plan national et international afin que nul n'en ignore. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Pour que l'on soit peut-être dans les temps d'une part et pour vous donner l'occasion de poser des questions, je vais simplement demander au bâtonnier sans pile de peut-être prendre toutes les questions qui vont arriver. Comme ça, il va avoir l'occasion non seulement de prendre la parole, mais en même temps de répondre aux questions parce qu'il est aussi possesseur du dossier. Et en même temps, vous rappelez les contraintes techniques qui font qu'il y a des gens qui sont en liaison avec nous. On avait prévu donc d'arrêter cette conférence de presse à 12 h. On va peut-être décaler d'une demi-heure pour permettre non seulement aux journalistes que vous êtes, parce que c'est pour vous qu'on est là, pour poser des questions d'une part, et deuxièmement, pour que le bâtonnier sans pile prenne la parole à la suite de vos questions, non seulement pour les répondre quand c'est son souhait, mais en même temps pour éventuellement faire son mot de présentation. Voilà. Donc, à vous les questions. On prendra les 5 premières questions en vous rappelant simplement que... vous avez reçu un dossier de presse qui fixe un certain nombre de choses pour qu'on sorte un peu de l'imprécision et surtout des confusions qui peuvent éventuellement être sémées dans vos esprits de notre fête à nous. Voilà. Donc, 5 premières questions. 5 premières questions. On ne voit pas les... Si vous voulez vous mettre debout, monsieur. Voilà. À vous, allez-y. Merci, monsieur l'avocat. Moi, j'ai besoin de... S'il vous plaît. Prenez le micro. Parlez un peu plus. Ma voix porte. Oui. Je me nomme Silaï Makani. Je cite Conakry. Certes, vous avez donné des raisons par rapport à ça, mais j'aimerais encore revenir sur ça. Mon frère, votre client... veuillez prendre le micro. Ok. Le micro. Le micro. Merci, monsieur le conférencier. Je disais, je me nomme Silaï Makani. Je travaille pour le site Conakry. Je dis certes, vous avez donné des raisons, mais je reviens sur ça. Votre client a plusieurs fois bénéficié la mise en liberté, mais continue à être maintenu en prison. Selon vos tests, il y a cette affaire. Deuxième question. Que malgré les libertés, le client est toujours en prison. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas toujours libre? Vous n'avez pas compris. Non, c'est bon, il a compris. Deuxième question, madame. Ok. Bonjour, moi c'est Salima Toubalde, journaliste sur le site d'information Vision Guinée-Info. On a vu, c'est écrit le point de presse des avocats de France, du Dr Ibrahim Kassory Fofana, Mohamed Diané et Oye Gabou. Mais durant la conférence, on ne vous a pas entendu parler des deux autres. Ibrahim Kassory Fofana égale aux deux autres. Alors, pardon, madame, quand on dit monsieur le Premier ministre, c'est aussi le ministre de la Défense, Mohamed Diané, c'est aussi Oye Guilabogui, le ministre de l'Environnement. Oui, mais laissez-moi... Non, je précise juste pour qu'il n'y ait pas de... Parce qu'on est un collectif de défense, il y en a qui sont pour les uns et pour les autres, mais nous sommes tous là pour tout le monde. Je précise juste. Oui, madame. D'accord. Et moi j'aimerais savoir quel est l'état de santé des deux autres et quelle est la moralité qu'ils ont aujourd'hui en prison. Oui, mais prenez bien en compte la précision que j'ai donnée. L'ensemble des avocats qui sont présents ici sont les uns et les autres pour Ibrahim Kassory Fofana, pour le ministre Mohamed Diané et pour le ministre Oye Guilabogui. Qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. Pour des commodités de prise de parole, il nous arrive de parler du Premier ministre parce qu'il est quand même gouvernementalement parlant, protocolairement parlant, celui qui est en avant. Mais on parle des trois. Et notre engagement est tous les trois. Que cela ne fasse aucun doute. Je sais que vous ne doutez pas, madame. Troisième question. Bonjour à tous, moi c'est Kamala Mohamed.
j'écris pour Libération Info. Vous parlez tantôt de la Cour suprême. Normalement, la décision devrait tomber le 19 du mois passé, le 19 du mois, mais ça a été reculé le 24. Est-ce que vous soupçonnez déjà des manœuvres? Parce que j'ai vu dans les médias une sortie de maître Sylvie Pérété qui a dit qu'il y a des mains noires derrière le dossier. Est-ce que vous soupçonnez que les ficelles sont tirées par les autorités actuelles? Quatrième question. On en prendra 5 pour répondre globalement. Au fond, là-bas. Bonjour, c'est Mohamed Lamine du groupe Évasion Guinée du site Reflet Guinée. Mais est-ce que votre conférence de presse ne s'apparente pas à un barreau d'honneur? Parce que apparemment vous avez tapé à toutes les portes, même si aujourd'hui votre dernier recours consulte la Cour suprême, mais à entendre un peu les explications données par M. Sidiki Pérété, c'est comme si certains magistrats de la Cour suprême n'étaient pas prêts à s'assumer. Ma question alors, est-ce que vous envisagez saisir les juridictions supranationales? Dernière question sur ce point-là. Ça va être, qu'en est-il avec la Cour suprême? Très bien. Donc il y a 5 questions. Le bâtonnier Dina Sampil va répondre en premier et les autres confrères qui se sentent à même de compléter pourront compléter. Mais essayons de terminer cette conférence de presse à 12h30. Monsieur Bâtonnier. Bien, merci. Merci, cher confrère. Merci, monsieur Bâtonnier, venez là. Journaliste. Toutes mes excuses pour le retard que j'ai accusé. Je vais donc directement passer aux réponses aux questions posées. Monsieur Ibrahima Souri Keita, je crois, demande qu'est-ce qui fait que les clients ne sortent pas de prison malgré les différentes décisions de liberté qui leur ont été accordées, n'est-ce pas? Bien. Officiellement, juridiquement, ce sont des décisions qui sont suspensibles en cas de voie de recours. Nous sommes en matière pénale lorsque le poursuivant, le ministère public en l'occurrence, exerce son droit de recours. L'effet immédiat, c'est la paralysie de la décision qui a accordé la sortie, la mise en liberté des personnes en cause. Dans les cas de Ibrahima Kassori et des autres, puisque nous parlons au nom de l'ensemble, c'est ce qui a été fait justement parce que chaque fois qu'il y a une décision de mise en liberté, immédiatement après, le procureur exerce ses voies de recours. Donc, anéantit les effets de ces décisions. OK? Très bien. Madame Baldé, qui demande Kassori et les autres, je crois que le confrère Konaté vous a répondu, à se mettre à énumérer les uns après les autres, on risque de perdre plus de temps dans la diction des noms que de parler de ce qu'on a à dire en réalité. Maintenant, vous avez demandé quel est leur état de santé. Vous savez que l'immobilisme en soi est un facteur de dégradation de la santé humaine. Ça fait 9 mois que ces personnes sont sur place, alors que c'est des personnes très actives dans la vie, qui montent et qui descendent tous les jours et plusieurs fois. Le seul fait d'abord qu'ils soient sur place affaiblit leur santé. Il se trouve que, en raison de leur âge, il y a
que cette santé se dégrade aujourd'hui. Vous avez les avis médicaux qu'on avait distribués à l'époque concernant précisément le Premier ministre Kassori, où son médecin traitant avait rappelé que le délai qui lui avait été accordé pour aller se faire voir, ainsi envisager de stopper l'évolution du mal qu'il porte, était dépassé. Malgré tout, jusqu'à présent, rien n'a été dit sur ce plan-là, et donc accepter que cette dégradation se poursuit, et nous avons toutes les peurs du monde que ça ne finisse par prendre le dessus. Mohamed Lamine Camara, vous demandez pourquoi les reports de la décision de la Cour suprême. D'abord, c'était le 19, c'était le 11, et finalement, c'est le 24 janvier prochain. Bon, pour la dernière fois que ce renvoi a été fait, le motif invoqué était que, comme chacun le sait, à partir du 1er janvier, bon nombre de magistrats de la Cour suprême ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Et parmi ceux-ci, il y en a qui avaient pris part au débat concernant le dossier de recours contre l'ordonnance de monsieur le procureur spécial. Or, la loi dit que les magistrats qui prennent part au débat sont ceux qui doivent décider de ce qui doit être fait. Il se trouve qu'avant cette décision, ce décret est tombé et ces magistrats sont partis sans avoir délibéré au préalable. Alors, ce que nous regrettons dessus, c'est que dans des cas comme ça, cas de liberté dont il est question, rien n'empêchait la Cour de prendre des dispositions pour que la décision puisse être prise avant le départ de ces magistrats à la retraite. Puisque, bien avant l'avènement du décret, un temps suffisant s'était écoulé pour que cette décision puisse être aménagée opportunément. Monsieur Mohamed Lamine Bari, est-ce que vous envisagez de saisir les juridictions internationales? Bien. Là-dessus, évidemment, nous essayons d'obtenir la décision, la dernière, ou les dernières de la Cour suprême, puisqu'il y a deux procédures là-bas déjà. La première, c'est celle que les avocats avaient introduite, et la deuxième, c'est celle que le procureur spécial dit avoir engagée. Si, évidemment, à l'issue de ces deux procédures, aucune satisfaction n'est obtenue, évidemment, nous réfléchirons sur les nouvelles étapes à prendre, à engager. Les nouvelles étapes, c'est ce qui consistera peut-être à voir est-ce qu'il faut aller au-delà des juridictions nationales. Alors, pour terminer, j'aimerais bien que l'on n'oublie pas que pour des infractions comme le détournement de deniers publics, comme la corruption d'argent public, comme l'enrichissement illicite et comme blanchiment de capitaux, ce sont des infractions de par leur prévision tellement complexes que pour les engager, il faut avoir pris tout le temps de vérification et d'avoir abouti à des résultats infaillibles, incontournables contre une personne. Alors, si vous prenez M. Kassori, M. Diané, M. Damaro, M. Oye et tant d'autres, ce sont toutes des personnes qui avaient des départements autonomes, indépendants. Comment pouvez-vous imaginer qu'en 7 mois de prise de pouvoir, parce que c'est le 5 septembre, et nos clients ont été interpellés au mois d'avril, 7 mois à peine, qu'on puisse vérifier concrètement et trouver des éléments contre ces personnes indiquées. C'est pratiquement impossible.
allez interroger tous les experts comptables du monde, personne ne vous dira qu'il peut faire un travail aussi colossal en si laps de temps. Ce qui fait donc que, au lieu de prouver, de rapporter des résultats probants, on a emprunté le tâtonnement tel que le procureur spécial de la flagrance à l'information et maintenant au recours. Voilà les trois moyens qu'il a utilisés. Le flagrant délit, l'infraction, l'information et maintenant les recours. De sa qualité de poursuivant, monsieur le procureur spécial est devenu le spécialiste des recours. Parce que jusqu'ici, il n'a réussi à maintenir ses poids, c'est ce que j'utilise, et à propos, en l'état que par l'exercice des moyens de recours que la loi prévoit. Or, il faut faire la distinction entre les prévisions légales et le fait matériel qui doit lui être collé. Alors, voilà que le temps de détention, ajouté au temps de préparation, nos clients restent encore sur leur faim, sur leur interrogatoire, sur leur étonnement de savoir qu'est-ce qu'on leur reproche réellement. Qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est beau de lire la loi, mais c'est autre chose que de démontrer ce que la loi exige pour que sa prévision-là puisse être collée à une personne. Jusque-là, Kassori ne sait pas combien on lui reproche et où est-ce que ce qu'on lui reproche se trouvait-il. Or, il n'a fait que 3 ans d'exercice. Quant à M. Diané, il a fait 10 ans d'exercice. Imaginez-vous qu'on puisse faire l'expertise de 10 ans d'exercice d'un citoyen et trouver ça en 7 mois pour pouvoir lui coller 4 infractions et les plus graves. C'est pour vous dire que juridiquement, il est impossible de démontrer les infractions qu'on invoque contre nos clients. Donc, si on vous dit des fois qu'il y a bien des mains noires derrière, comprenez pourquoi. Parce que le procureur qui est chargé de démontrer les infractions n'y est pas arrivé. Il est à son 9e mois de tâtonnement, d'attente et d'exercice que des voies de recours. Voilà ce que je voulais ajouter, en plus des réponses que j'avais par rapport aux questions qui ont été posées au collectif, sous réserve que mes confrères ici puissent apporter plus d'éclaircissement à ce que j'ai dit. Je vous remercie. Maître, ça reste une question qui n'est pas répondue. Laquelle? Qu'en est-il de la Cour suprême? Avec la Cour suprême? Avec la Cour suprême, nous attendons le 24 janvier prochain. Il y a eu un renvoi, pour une fois. Il y a eu une réouverture des débats pour que les nouveaux magistrats qui ont été nommés là puissent écouter les arguments des uns et des autres par rapport à ce dossier, pour que, enfin, le 24 janvier prochain, la décision puisse être donnée. Par rapport à l'exercice que monsieur le procureur a fait contre la dernière décision de liberté de monsieur Ibrahima Kassory Fofana, nous vous donnons déjà à l'avance l'impossibilité d'obtenir ce qu'il espère, parce qu'il est passé à côté de la procédure, il n'a pas respecté les prévisions que la loi exige pour que d'abord son recours soit reçu, à plus forte raison soit examiné. Parce que ne perdez pas de vue qu'en droit, il y a la forme et il y a le fond. Et c'est la forme qui commande le fond. Lorsque vous ratez les conditions de forme, il est évident que le fond ne sera même pas examiné. Nous sommes à ce niveau. Alors, s'il y a 2 questions encore, on les prendrait. Sinon, je ferai juste des remarques de quelques observations. Premièrement, mesdames et messieurs les journalistes,
Oui. Moi, c'est la ligne sur la Cité FM. J'aimerais savoir, parce que tout ce temps, Maître avait parlé de soutien de tout le monde. Est-ce que déjà vous avez le soutien du parti RPG dans ce combat pour la libération de ces 3 cadres? Bon, je vais laisser ça aux avocats guinéens qui sont mieux connaisseurs du RPG. Le soutien du RPG, qui est donc le parti du Premier ministre et du... Voilà. Ok. Alors, juste quelques remarques. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais particulièrement attirer votre attention sur un point, c'est que vous n'avez pas été très curieux depuis le début de la procédure, où vous avez tous été là, témoins d'un procureur spécial qui est monté, qui est descendu, qui nous a dit partout qu'il avait les preuves sous la main. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait poursuivi le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, le ministre Mohamed Diané et le ministre Oye Guilavogui en flagrant délit. Il n'a pu les arrêter, les conduire à la prison que parce qu'il a dit qu'il les poursuivait en flagrant délit. Ce qu'il a dit le 6, il est revenu là-dessus le 7. Mais en revenant là-dessus, l'honnêteté intellectuelle devrait commander de renoncer au mandat de dépôt qui a conduit les 3 personnalités politiques en prison. Or, non seulement il a renoncé à la procédure, mais il n'a jamais annulé son mandat et il n'a jamais demandé à ce que son mandat soit annulé et personne à ce jour n'a annulé le mandat. Ce qui est illégal. Non seulement le mandat a été pris par une personne dans des conditions de droit qui sont fausses et pour lesquelles lui-même a renoncé. Donc pour nous, le mandat est nul et non avenu. Or, depuis 9 mois et 10 jours, le seul mandat qui retient le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, le ministre Mohamed Diané et le ministre Oye Guilavogui, c'est le mandat du 6 avril. Au jour d'aujourd'hui, le seul mandat qui est déposé à la maison d'arrêt qui bloque nos 3 clients, c'est ce mandat du 6 avril. C'est exactement, vous allez à la boutique, vous sortez un faux billet, un billet de 20 000 francs guinéens. Il se trouve que le billet est faux. Mais celui à qui vous payez ne se rend pas compte que le billet est faux. C'est bien plus tard qu'il se rend compte que le billet est faux, il vous retourne le billet et vous lui retournez la marchandise. C'est ça la norme. Mais il vous retourne le billet. Non seulement il est faux, mais vous retenez la marchandise en disant cette marchandise ne bouge pas. Vous ne l'avez pas payé et vous l'avez de surcroît payé avec un faux billet. Personne ne fait ce constat-là. Personne ne met en avant cette illégalité. Personne ne dit que les 3 personnalités sont détenues sans titre ni droit. Parce que, entre-temps, la Chambre de contrôle, dans son arrêt du 31 juillet, a pris un mandat. Cette Chambre de contrôle avait le droit de prendre un mandat, elle l'a prise. Sauf que la loi l'oblige sur 2 points. Premièrement, le mandat doit être formellement pris. Et deuxièmement, le mandat doit être notifié sous peine de nullité. C'est ce qu'a indiqué mon excellent confrère Sidiki Berete. Donc le deuxième mandat n'a jamais pu exister en droit, faute d'avoir été pris formellement d'une part, et faute d'avoir été impérativement notifié à nos clients sous peine de nullité. À partir du moment où le premier mandat est nul et non avenu, le deuxième mandat qui n'a jamais été formalisé, jamais été notifié, nous en avons fait le constat à la maison d'arrêt. Ça veut dire que nos clients qui sont accusés pour des choses graves sont détenus illégalement et irrégulièrement. Ce n'est pas tout, mesdames et messieurs les journalistes. Vous n'avez pas été curieux parce que le procureur spécial a pris la parole ici pour dire que désormais, il poursuivait le Premier ministre Kassori Fofana et les 2 ministres parce que simplement dans la comptabilité, il se serait rendu compte de la dissipation, tenez-vous bien, de 46 millions de dollars. C'est lui qui l'a dit.
Non seulement il l'a dit dans la presse, mais il n'a jamais saisi le juge, et bien au contraire, il ne pouvait pas saisir le juge parce que les 46 millions n'existent que dans sa tête. Deuxième élément, il a parlé de près de 86 milliards de francs guinéens qui n'avaient jamais été justifiés. Là encore, ces deux accusations graves, sorties de la bouche du procureur spécial, n'ont jamais été suivies des faits, parce que si en parallèle une procédure est ouverte et que le juge d'instruction est saisi, qu'il y a des faits nouveaux qui interviennent, le parquet spécial a la possibilité, par le biais d'un réquisitoire supplétif, de saisir le juge. Il n'a pas saisi. Accusation totalement erronée, accusation totalement fantaisiste, renonciation au flagrant délit, non-renonciation au mandat de dépôt, maintien des gens en prison dans des conditions illégales et irrégulières. Ce n'est pas tout. Pourquoi nous pointons du doigt ce comportement que nous constatons de façon générale dans la justice? Par 3 fois, une ordonnance de placement en liberté a été prise. Par 3 fois, la chambre d'accusation a systématiquement cassé cette ordonnance-là avant qu'elle-même ne se reprenne, bien évidemment, pour dire au procureur spécial « Je ne peux plus vous suivre parce que simplement, vous poursuivez sur la base de rien ». Pour la première fois, le procureur spécial a perdu devant la chambre de contrôle. C'est nous qui sommes en situation favorable en droit aujourd'hui, parce que nous avons gagné devant la chambre de l'instruction, nous avons gagné devant la chambre de contrôle. Il a fait un pourvoi. Tenez-vous bien que c'est inélégant de faire un pourvoi devant la Cour suprême en matière de liberté. Parce que la Cour suprême, c'est le juge du droit. Les questions de liberté, ce sont des éléments de fait. À moins que l'on soit acharné, on ne peut pas s'acharner sur un individu qui est en prison pour aller faire un pourvoi et jouer sur les renvois systématiques de mise en délibéré. Le dernier motif, c'est le départ à la retraite de 2 membres de la Cour suprême qui faisaient partie de la composition de la Cour suprême. Pensez-vous 2 secondes qu'on ne savait pas que ces 2 personnes-là devaient partir à la retraite? C'est un motif fallacieux simplement pour renvoyer ce dossier. Ce n'est pas tout. C'est que le 24 janvier, on n'aura pas de décision. Le 24 janvier, cette nouvelle composition va devoir rabattre le délibéré pour ceux qui ne sont pas des connaisseurs. Rabattre le délibéré, c'est-à-dire qu'ils avaient mis le délibéré pour le 24. Ils disent maintenant nous renonçons au 24. Nous rabattons le délibéré, nous rouvrons les débats et nous demandons aux partis encore de reprendre comme à 0. On est parti pour 1 mois, pour 2 mois encore. Mais dites-vous bien qu'il s'agit de gens qui sont en prison. Ce sont des gens qui sont en prison. Pour simplement une mécanique administrative au sein de la Cour suprême, le Premier ministre Kassori Fofana, le ministre Mohamed Diané et le ministre Oye Guilabogui sont en prison. Depuis 9 mois et 10 jours aujourd'hui. Et si rien n'est fait, ils seront encore en prison dans 1 mois, dans 2 mois, et qui sait, dans 3 mois, parce que leur liberté n'a l'air d'inquiéter personne. Imaginez vous-même 9 mois dans une prison comme celle-ci, même si vous n'êtes pas malade, vous en sortez malade. Et de surcroît, ils ne sont pas tout jeunes, ces 3. Ils ont déjà une vie, ces 3. Et ces 3, par le fait du procureur spécial, tombent dans un contexte de prison et d'emprisonnement qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, même dans les pires moments de leur vie. On a beau détester quelqu'un, très franchement, très honnêtement, on lui prédit pas 2 choses. La prison et la mort. Quand on est encore en prison du fait de soi-même, je veux. Mais quand on est en prison du fait de quelqu'un qui utilise des instruments juridiques, les détourne dans le but de mettre en prison et de maintenir en prison, mes chers amis, il y a un souci. 3 points de procédure. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes devant la Cour suprême pour 2 procédures. La première, c'est un arrêt de la chambre de contrôle qui nous a nous-mêmes cassé une ordonnance qui mettait en prison, contre lequel arrêt nous avons fait un pourvoi devant la Cour suprême. Dans un deuxième temps, le procureur spécial lui-même a fait un pourvoi sur le dernier arrêt de la chambre de contrôle qui lui donnait tort. Donc par 2 fois, nous sommes devant la Cour suprême.
Nous sommes également devant la chambre de l'instruction qui est chargée de l'information, et cette information étant quasiment terminée aujourd'hui, les juges d'instruction nous l'ont notifié et ont pris les dernières écritures sur ce point. En l'absence d'accusation, si ce n'est erroné, en l'absence de preuves, si ce n'est dans la tête du procureur spécial, sur la base de rien, vraisemblablement, la chambre de l'instruction va aller vers le non-lieu. Le non-lieu, c'est de dire au procureur spécial, vous avez pu rêver un moment que ces 3 personnes étaient poursuivables sur des bases que vous avez avancées, mais cela ne sort que de votre tête, uniquement et simplement de votre tête. En résumé, mesdames et messieurs, si vous l'avez en face, dites-lui qu'est devenu son flagrant délit. Demandez-lui comment un mandat de dépôt pris irrégulièrement peut encore maintenir les gens en prison. Dites-lui pourquoi il s'acharne dans cette procédure alors que les éléments de fait en instance devant la chambre de l'instruction, en appel devant la chambre de contrôle de l'instruction, lui ont donné tort, et totalement tort. Qu'est-ce qu'il cherche? J'ai entendu dire, il n'y a pas longtemps, qu'un texte de loi serait en préparation pour être passé devant le CNT. Là aussi, indignez-vous. Ce n'est pas sur le ring qu'on va changer les règles du jeu. On l'a changé plusieurs fois. Parce que des juges ont été changés au niveau de la chambre d'instruction, au niveau de la chambre de contrôle et au niveau de la CRIEF. Ce sont des attitudes et des comportements qui ne sont pas acceptables en droit dans un état de droit comme est la Guinée. Si aujourd'hui on doit revoir de fond en comble la loi qui institue la CRIEF au motif que on veut maintenir les gens en prison, au motif que on veut condamner des gens, au motif qu'on veut installer très vite et très rapidement un procès aujourd'hui pour aller dire, écoutez, nous avons trouvé 200 000 francs guinéens sur votre compte bancaire au niveau de la BCD. Ces 200 000, vous ne pouvez pas me les prouver. Et je vous passe en jugement et je vous condamne. Il n'est même pas exclu que si demain, par des tas de raisons, ces 3 accédaient à la liberté, que quelqu'un aille trouver encore des poux dans leur tête pour réveiller une procédure qui n'en est pas, juste pour les inculper à nouveau, juste pour décerner un deuxième mandat. Soyez vigilants. Les libertés que nous défendons ici sont des libertés qui sont vôtres aussi. Vous n'êtes pas concernés aujourd'hui, mais demain vous pouvez être concernés. Et vous savez même que tenir la plume, écrire, parler, prendre des images, dans des situations où on peut avoir un procureur qui peut se réveiller sous tous les angles, vous n'êtes pas à l'abri de poursuites également. Soyez conscients de cela. Ce qui est le plus important, ce n'est pas de venir nous écouter. Ce qui est le plus important, c'est d'être capable même de dire le contraire de ce que nous avons dit, si tant est que vous avez raison. Mais il y a des choses incontestables que nous disons aujourd'hui, je vais m'arrêter là-dessus. Premièrement, le mandat de dépôt du procureur spécial pris dans des conditions de flagrance aujourd'hui sont une violation flagrante de la loi, c'est une fraude à la loi. Les conséquences sont connues. C'est une voie de fait à laquelle s'exposent les magistrats, on le sait. Deuxièmement, nous sommes quand même en situation de liberté aujourd'hui, du fait de la chambre d'instruction, mais du fait de la chambre de contrôle. Les 2 juridictions d'instance et d'appel nous ont donné définitivement raison. La Cour suprême, ce n'est pas les éléments de fait, c'est les éléments de droit. Or, ces juridictions ont apprécié les éléments de fait en disant que les bases de poursuite sont quasiment inventées. J'exagère. Deuxièmement, que pour ces raisons, on ne peut pas maintenir les 3 en prison. Et troisièmement, que les mettre en liberté ne nuit en rien sur la suite de la procédure, ce d'autant plus qu'il y a des cautions relativement importantes qui leur ont été exigées. En disant cela, si en Guinée, à l'intérieur d'un pays aussi immense, doté de juridictions, doté de juges compétents, doté de lois, on n'arrive pas à trouver satisfaction ici parce que nous sommes convaincus que nos clients ont tout à faire sauf en prison, qu'est-ce qui nous empêche d'envisager des choses en dehors de la Guinée? Dans la mesure où les droits sont violés, dans la mesure où les libertés sont compromises, dans la mesure où
l'attitude au moins d'un procureur spécial va dans le sens de l'acharnement. D'entrée, il a dit, je les connais, je sais ce qu'ils ont, je vais les maintenir en prison jusqu'à ce qu'ils payent ce qu'ils ont, entre guillemets, volé à l'État. Franchement, qu'ils soient même partis, mais un parti aussi prenant de cette façon-là, moi je m'en méfie. Je m'en méfie d'autant plus que c'est le pire des exemples de procureurs qu'il faut avoir. Je ne souhaite pas l'avoir et notre combat, c'est de défendre nos clients. Les trois. Notre deuxième combat, c'est de nous opposer bec et ongle contre l'accusateur public. Notre troisième combat, c'est de dire à l'accusateur public, chaque fois qu'il a loupé, chaque fois qu'il est mal parti, chaque fois qu'il a raté, comme dans le cadre du pouvoir pour lequel tu lui feras une magnifique représentation de ce que c'est qu'un pourvoi, parce que nous en avons fait, et notre pourvoi est recevable. Mais le sien risque de ne pas être recevable. Mesdames et messieurs, cherchez le procureur spécial. Posez-lui toutes ces questions. Et revenez nous voir pour qu'on ait un débat. Je vous remercie. Comme madame sollicitait là, il y a un cas concernant Dr Diané. Imaginez, Dr Diané a connu 3 intendants généraux. Ce sont ces intendants qui détiennent le chéquier du ministère de la Défense. Ce sont ces intendants qui ont le compte à la Banque centrale. Mais durant 9 mois, on s'acharne contre Dr Diané. Aucun intendant n'est interrogé et ni convoqué par la CRIEF. Là aussi, madame, c'est sa particularité. Si on doit interroger Dr Diané, que ces intendants soient à côté de lui. Parce que ce sont eux au moins qui détiennent les chéquiers du ministère en charge de la Défense. Le compte à la Banque centrale du ministère en charge de la Défense est intitulé Intendant général des forces armées. Alors, l'argent qu'on demande à Dr Diané, si c'est l'intendant qui gère, pourquoi lui ne vient pas? C'est ça la transition. Je crois que l'intelligence est une faculté humaine. Donc, merci à tous et à vos papiers.